Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo assez simple et sans prise de tête. Aujourd'hui on va voir la liste des pays d'Europe et apprendre à les différencier. On va voir les différences culturelles et politiques et les classer pour mieux les situer. Il existe plein de méthodes pour apprendre à lister les pays par cœur, mais ici c'est pas le but, car je n'aime pas le par cœur, et le par cœur ça n'explique pas le contexte. Ici on va juste apprendre à les classer par langue et religion, et ça peut être utile à l'avenir si vous voulez les apprendre par cœur. Bref, voici une carte de l'Europe vierge, sans aucune frontière, je vais les rajouter. Voilà. Maintenant on a un paquet de pays, c'est énorme, hein, c'est beaucoup trop, on peut dénombrer une cinquantaine de pays en Europe. Mais en premier lieu on doit définir l'Europe. L'Europe est un continent, tout comme il peut ne pas être considéré comme un continent. Ça dépend de la définition qu'on donne à continent. Mais une des définitions du continent, c'est le fait de mettre un ensemble de terres qui ne sont pas forcément entourées d'eau, et dans plusieurs des systèmes de division du monde en continents, il existe ceux où l'Europe est considérée comme un continent séparé de l'Asie. C'est aujourd'hui une vision très communément admise dans le monde, on sépare l'Europe et l'Asie, même si ces deux continents font partie de la même masse continentale. Alors pourquoi cette séparation? Eh bien parce que c'est une vision européenne, elle a été imposée au reste du monde via la colonisation. Du coup on en arrive au fait que l'Europe est un continent très homogène. Si on compare à l'Afrique et l'Asie, qui sont deux continents avec plusieurs peuples et cultures très différents, l'Europe passe en effet pour un continent assez peu varié. Peu varié certes, mais avec une cinquantaine de pays tout de même. Alors délimitons cette Europe. On est tous d'accord pour dire que l'Afrique du Nord, c'est pas l'Europe, hein. Pareil pour tous les pays que je mets en gris en Asie occidentale. Ensuite, il y a des pays ambigus. Les Grecs sont les premiers à avoir délimité l'Europe de l'Asie avec le Bosphore. La séparation peut sembler simple à l'époque antique, mais avec le temps, on a découvert que l'Europe rejoignait l'Asie. Ce sont les Russes qui ont fait le choix de délimiter l'Europe aux grandes chaînes de montagnes. Au sud du Caucase, alors du coup je vais faire le choix de ne pas intégrer les trois pays caucasiens dans l'Europe. Après c'est un choix que je fais, hein. Certains diront que c'est en Europe, d'autres en Asie, il n'y a pas de réponse officielle, moi je fais le choix dans cette vidéo pour faciliter le travail surtout. Pour ce qui est de l'Anatolie, soit la Turquie asiatique, ça semble évident de la sortir de l'Europe, mais la trace turque, elle reste en Europe. J'en fais de même pour Chypre, qui est située entre l'Anatolie et le Proche-Orient, et qui n'a rien à faire en Europe selon moi, même si d'un point de vue culturel c'est grec. En ce qui concerne la frontière orientale de l'Europe, les Russes ont choisi l'Oural comme limite. Administrativement, la Russie est divisée en districts fédéraux pour les statistiques. Les 4 districts les plus à l'ouest sont considérés comme Russie européenne officiellement. Les 3 autres forment la Sibérie, c'est-à-dire la Russie asiatique. Du coup, je vais utiliser la limite administrative en Russie. Le Kazakhstan, quant à lui, n'est pas vraiment séparé par des montagnes du reste de l'Europe, mais je le sépare car il n'a plus rien à voir. On dit parfois que la partie occidentale en fait partie, mais je ne ferai pas ce choix. Bref, on a notre chère Europe. On va pouvoir regarder d'un peu plus près les différents pays. Vu que je vais mettre beaucoup de couleurs sur la carte, je me permets de la mettre dans des tons grisâtres quand elle est neutre. Commençons par les langues. À l'échelle des pays, on trouve 4 grandes familles de langues. La famille des langues turques ou turciques, si vous préférez, elle est officielle en Turquie européenne. La grande famille des langues kémito-sémitiques, ou plutôt afro-asiatiques, officielle à Malte avec le maltais. La grande famille des langues ouraliennes, officielle dans 3 pays. La grande famille des langues indo-européennes, officielle dans tous les autres pays. Voilà pourquoi je disais que l'Europe était assez peu variée. Bon, regardons la Turquie d'un peu plus près. Ce territoire est appelé la Thrace orientale, ou Thrace turque. Elle est peuplée de Turcs anatoliens, c'est-à-dire des populations qui parlent le turc d'Anatolie. La langue turque qui est parlée est tout simplement le turc, ou turc anatolien, si on veut le différencier des autres langues turques. En général, quand on dit turc, on parle bien du turc anatolien. Regardons Malte. À Malte, on parle le maltais, langue nationale qui est une langue arabe maghrébine, donc un des nombreux dialectes arabes qui se sont développés dans le monde arabe, sauf que lui, il a été institutionnalisé comme langue officielle et s'écrit avec un alphabet latin. Regardons les Ouraliens. Ils sont dominants dans 3 pays. Il y a tout d'abord le peuple des Magyars, ou des Hongrois. Ils vivent surtout en Hongrie, mais on en trouve aussi dans les pays voisins où ils sont minoritaires. Au nord, on trouve des peuples féniques, c'est-à-dire qu'ils parlent des langues féniques. Les 2 peuples principaux sont les Finnois en Finlande et les Estoniens en Estonie. En Russie aussi, on parlait des langues féniques à l'origine, mais maintenant le russe s'y est imposé. Plus au nord, on trouve les peuples samis, qui font partie de la grande famille des langues ouraliennes. Ce sont les samis, les autochtones de ces régions qui parlent ces langues. Mais elles sont en danger, et les langues nationales des différents pays colonisateurs s'imposent en dépit du sami. Bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir les langues indo-européennes et les différentes familles qui les composent. On commence par la famille des langues helléniques, qui n'est composée que d'une seule langue officielle, le grec en Grèce. Le grec est aussi parlé dans le sud de l'Albanie. Cette langue est aussi parlée à Chypre, qui n'est pas en Europe. Le peuple grec dispose donc d'un pays depuis 1830, mais une partie de ce peuple vivait dans l'actuelle Anatolie et a été déplacée. Une autre partie du peuple grec vit à Chypre, où il est majoritaire. Si Chypre ne fait pas partie de la Grèce, c'est dû à la colonisation britannique qui a empêché l'île de rejoindre le reste de la nation grecque. La notion d'unification de Chypre avec le reste de la nation grecque est appelée énosis. Juste à côté, nous avons l'albanais, une langue assez isolée dans la classification des langues, un peu comme le grec. Le peuple albanais parle cette langue. Le peuple albanais, comme le peuple grec, dispose de son propre pays, mais une partie du peuple vit au Kosovo.
Si le Kosovo est séparé du reste de la nation albanaise, c'est dû à l'annexion du territoire par la Serbie, qui était devenue la Yougoslavie. Le Kosovo n'est pas reconnu comme indépendant par tous les pays du monde. Pour la Serbie, le territoire lui appartient encore. On parle de Grande Albanie pour désigner l'hypothétique unification entre l'Albanie et le Kosovo. Ensuite, nous avons les langues celtes. Autrefois, à l'Antiquité, les langues celtes couvraient une large partie de l'Europe continentale. Les peuples celtes ont été réduits aux extrémités de l'Europe. L'Irlande est le seul pays ayant une langue celte à l'échelle nationale, mais elle est parlée en minorité. Le peuple sont les Irlandais. Ils ont un pays à eux, mais là encore, ils sont séparés. Une partie vit au Royaume-Uni. On utilise le terme Irlande unifiée pour désigner une hypothétique réunification entre l'Irlande avec la partie irlandaise britannique, appelée Irlande du Nord. Les langues celtes sont parlées aussi au Pays de Galles, Cornouailles et Bretagne. Il y a d'autres petits territoires en Europe, mais dans tous les cas, ces langues sont largement supplantées par les langues des pays par lesquels ces peuples se sont fait annexer. Passons aux langues germaniques, famille de langues qui a donné place à 2 sous-familles. Au nord, il y a la sous-famille des langues scandinaves. On les divise en 2 sous-sous-familles. Il y a tout d'abord les langues scandinaves occidentales, dont le norvégien qui n'est pas vraiment une langue, mais plutôt un ensemble de dialectes qui ont été standardisés par 2 langues norvégiennes. Un des 2 standards est considéré comme une langue scandinave occidentale. La deuxième langue scandinave occidentale est l'islandais, car les Islandais sont en fait des descendants de colons norvégiens. L'autre sous-famille, c'est celle des langues scandinaves orientales, avec le norvégien standard oriental bien sûr, le danois qui est la langue officielle du Danemark, et le suédois qui est la langue officielle de la Suède, mais aussi de la Finlande. Le peuple suédois vit en effet en Suède, mais on trouve encore des descendants de colons en Finlande. La Finlande appartenait à la Suède autrefois. Les Finlandais suédois ne vivent que dans une infime partie de la Finlande, ils sont même minoritaires le plus souvent. Ensuite, nous avons les langues germaniques occidentales. Au sein de cette famille, on trouve la sous-sous-famille des langues allemandes, qu'on appelle aujourd'hui langue néerlando-allemande ou groupe allemand. C'est tous les dialectes allemands parlés par le peuple allemand. Peuple allemand qui vit étalé sur plusieurs pays. Alors aux Pays-Bas, la langue officielle c'est le néerlandais. C'est un des dialectes allemands qui a été standardisé pour devenir une langue nationale. Le néerlandais est officiel aussi en Belgique, mais que dans la partie nord, la Flandre. Ailleurs, là où on parle les langues du groupe allemand, c'est l'allemand standard qui est devenu la langue officielle. Les Allemands sont un peuple à l'origine et ont créé un pays autour d'eux, c'est l'Allemagne, en 1871. Mais pas tous les Allemands ont été intégrés dans l'Union. Certains avaient déjà leur pays, la Suisse. La Suisse est un des nombreux États allemands qui existaient déjà avant l'unification allemande. Et cet État n'a pas intégré l'unification en raison de sa neutralité. L'Autriche, quant à elle, n'a pas pu intégrer l'unification des États allemands car elle risquait d'avoir une trop grande influence. Elle est restée un pays à part depuis, mais les habitants sont des Allemands en fait. Il y a le Liechtenstein coincé entre la Suisse et l'Autriche, mais qui n'a pas intégré l'Union allemande en raison de son enclavement entre les 2 pays. Puis nous avons le Luxembourg, qui avait été déclaré comme pays neutre à l'époque de l'unification allemande, et qui du coup est resté indépendant. Aujourd'hui, le Luxembourg a même fait du luxembourgeois, son dialecte allemand, une langue nationale aux côtés de l'allemand standard. N'oublions pas que l'allemand est officiel en Belgique en raison des communes allemandes qui ont été annexées par la Belgique suite à la Première Guerre mondiale. Les langues du sous-groupe allemand sont aussi parlées en France, où vivent des populations allemandes francisées, même si le français s'est largement imposé, et en Italie où vivent des Allemands dont le territoire a été annexé à l'Autriche suite à la Première Guerre mondiale. On y parle encore beaucoup allemand, mais l'italien tend à s'imposer. Les populations allemandes vivaient aussi plus à l'est, mais ont été toutes déplacées suite à la Seconde Guerre mondiale. On trouve tout de même quelques communautés en Pologne, et même en Roumanie. Ensuite, au sein des langues germaniques de l'Ouest, nous avons le sous-sous-groupe des langues anglo-frisonnes, qui sont un petit peu parlées aux Pays-Bas, avec le frison, mais surtout dans les îles britanniques avec l'anglais. L'anglais est la langue officielle du Royaume-Uni, c'est la langue de l'Angleterre, qui s'est imposée ensuite dans les territoires celtiques. C'est aussi la langue officielle de l'Irlande. L'Irlande était colonisée par le Royaume-Uni jusqu'en 1920, et l'anglais qui s'y a imposé, faisant presque disparaître les langues celtes locales. Puis enfin, toujours en raison de la colonisation, l'anglais est une langue officielle à Malte, mais la langue ne s'est pas imposée, et le maltais reste la principale langue parlée. Allez, on passe aux langues baltoslaves. Comme pour les langues germaniques, les langues baltoslaves se sont étendues via le déplacement de peuples. Les langues baltiques d'un côté, lituanien en Lituanie, letton en Lettonie, j'entre pas plus dans les détails, et ensuite les langues slaves qu'on divise en 3 sous-familles. Langues slaves de l'Est, donc le russe et tous les dialectes russes en Russie, mais aussi en Biélorussie et Ukraine, et les 2 langues qui s'en sont émancipées, l'ukrainien en Ukraine et le biélorusse en Biélorussie. Ce sont des langues très proches. Pour ce qui est des Russes, je précise, vu que c'est un peuple colonisateur, ils se sont installés dans plein d'endroits qui correspondent aux limites de l'Empire russe ou de l'Union soviétique. On nous trouve aussi en Moldavie et dans les pays baltes. Dans la famille des langues slaves occidentales, nous avons le polonais parlé en Pologne, le tchèque, qui est une langue standard du bohémien et morave en Tchéquie, et le slovaque en Slovaquie. Tchèque et slovaque sont 2 langues similaires et les peuples concernés sont tellement proches qu'ils vivaient dans le même pays avant. C'était la Tchécoslovaquie. Maintenant, allons voir les Slaves du Sud, qui sont séparés du reste du monde slave. Alors là, on trouve un même continuum linguistique qui va de la Slovénie, avec le slovène, à la Bulgarie, avec le bulgare. Le bulgare est aussi parlé en Macédoine du Nord. Le macédonien, qui est la langue officielle, est considéré comme un dialecte du bulgare.
Le fait de différencier les langues macédoniennes et bulgares est plus d'ordre politique que réellement ethnique. Les Macédoniens du Nord sont en fait des Bulgares qui ont été séparés du reste de la Bulgarie par les annexions de la Serbie. La notion d'intégration de la Macédoine du Nord dans la Bulgarie porte le nom de Grande Bulgarie. Ensuite, nous avons les 4 pays centraux qui formaient la majeure partie de la Yougoslavie et qui parlent presque les mêmes langues. On utilise communément le terme de serbo-croate pour désigner la langue, mais parfois on utilise, mais bien plus rarement, l'expression bosnien, croate, monténégrin, serbe pour ne négliger aucune langue. Ce sont 4 sous-langues très similaires et considérées comme une unique langue par la plupart des linguistes. On parle croate en Croatie, mais aussi en Bosnie-Herzégovine dans la partie Herzégovine, on parle serbe en Serbie, mais aussi en Bosnie-Herzégovine dans la partie serbe de Bosnie, et aussi au Monténégro. Au Monténégro, on parle le monténégrin, en Bosnie, le bosnien. Vu que toutes ces langues slaves du Sud sont très similaires entre elles, il existe aussi une notion d'unification qu'on appelle Yougoslavie. Mais cette notion n'a pas été qu'une notion. Elle a vraiment vu le jour pendant le XXe siècle, entre la Première Guerre mondiale et la fin de la guerre froide. On passe à la dernière famille de langues, les langues romanes. Contrairement à toutes les autres familles, elles ne viennent pas vraiment d'un peuple qui s'est déplacé, mais plutôt de l'imposition d'une langue commune, le latin, sur d'autres peuples. Il y a le portugais au Portugal, l'espagnol ou castillan en Espagne, le catalan à Andorre. La particularité du catalan, c'est qu'il est plus parlé dans un pays où il n'est pas officiel que dans le seul pays où il est officiel. Le catalan est en effet parlé en Espagne, mais aussi un petit peu en France. Nous avons le français qui est parlé en France. Le français est issu de dialectes de la langue d'Oïl, et il est parlé aussi dans le sud de la Belgique, où vit le même peuple, le peuple de langue d'Oïl. En Suisse, on parle aussi français, mais c'est parce qu'on trouve des populations franco-provençales, cousines de celles qu'on trouve dans le centre-est de la France. Au Luxembourg, le français est une langue administrative. Le français est aussi officiel à Monaco, qui historiquement parle plutôt le monégasque. L'italien est parlé en Italie, mais aussi à Saint-Marin et au Vatican. Le peuple qui parle italien est le peuple italien. On trouve des populations italiennes aussi en Suisse. Elles ont été intégrées à la Suisse à partir du XVIe siècle. Il existe des populations italiennes aussi en dehors de l'Italie actuelle. On peut noter les Corses, par exemple, qui sont une branche italienne. Mais la plupart des Italiens, ethniquement parlant, ont disparu des autres territoires. On parle d'irrédentisme pour parler de la politique italienne de vouloir récupérer des territoires qui sont culturellement italiens. Aujourd'hui, le mot irrédentisme est utilisé pour les autres nations, mais à l'origine, il ne désigne que le cas italien. Enfin, nous avons le roumain, parlé en Roumanie d'un côté et en Moldavie de l'autre. Le peuple roumain est donc séparé entre 2 pays. Là encore, c'est dû à l'annexion d'autres pays. La République de Moldavie correspond au territoire peuplé par des Roumains qui ont été annexés par la Russie. Au moment de l'indépendance, la Moldavie n'a pas souhaité rejoindre la Roumanie. On parle de Grande Roumanie pour désigner la notion d'union entre les 2 pays. Voilà donc la carte d'Europe avec la principale langue par pays. Ce n'est évidemment pas aussi schématique, mais voilà. Ce qui est pratique de l'Europe, à l'inverse de l'Afrique par exemple, c'est que chaque peuple dispose de son pays. Même si on a vu que parfois un même peuple est séparé entre 2 pays à cause des frontières imposées par les grandes puissances. Maintenant, regardons les religions. En Turquie, Albanie, Kosovo et Bosnie, la majorité de la population religieuse est musulmane. Dans tous les autres pays, ce sont des chrétiens. On trouve tout de même plusieurs formes de christianisme. Il y a le christianisme oriental, dont la principale église est l'église orthodoxe, et qui concerne la majeure partie des populations chrétiennes orientales. Voici les pays où l'église orthodoxe est majoritaire. Et en violet, voici les pays chrétiens d'Occident. Mais on peut les séparer en 2 grandes familles. Les pays où c'est le catholicisme qui est majoritaire, et les autres où c'est le protestantisme qui est majoritaire. En général, chaque peuple a sa religion et sa langue, mais c'est pas toujours le cas. Il arrive que dans un même peuple, d'une même langue, on trouve plusieurs religions. C'est le cas par exemple des Serbo-croates, où certains sont musulmans, d'autres catholiques, d'autres orthodoxes. Après c'est le cas de l'Albanie, où les Albanais sont en partie musulmans et d'autres orthodoxes. Les Albanais sont à l'origine orthodoxes, ils ont été convertis à l'islam par les Turcs. Pareil pour les Slaves musulmans. En Allemagne, à l'époque de l'apparition du protestantisme, pas tous les pays allemands se sont convertis au protestantisme. Schématiquement, on peut dire que le nord de l'Allemagne est plutôt protestant et le sud plutôt catholique. Les catholiques sont plus nombreux de pas beaucoup. En Suisse, les catholiques sont une grande proportion aussi, notamment les Italiens qui sont catholiques comme les Italiens d'Italie. Au contraire, les Suisses français sont protestants contrairement au peuple français de France qui sont catholiques. Maintenant, fusionnons les familles de langues et les religions. Voici les principales familles de langues et voici en fonction de l'intensité de lumière les religions. On peut voir que les langues balto-slaves sont les plus variées. On trouve des balto-slaves protestants, catholiques, orthodoxes et musulmans. Par contre, on ne trouve pas de peuple germanique orthodoxe. Maintenant passons à la politique. Je rajoute en jaune une frontière, celle entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est à l'époque de la guerre froide. Cette frontière a eu un grand impact. Ce qu'on retient, c'est que de part et d'autre de la frontière, on trouve plus ou moins chaque peuple. On trouve des germaniques surtout à l'Ouest, mais il y en a avec l'Allemagne de l'Est. On trouve les latins surtout à l'Ouest, mais avec les Roumains on en trouve aussi à l'Est. Par contre, les balto-slaves, eux, ne sont présents que à l'Est. Aujourd'hui, le principal élément politique en Europe, c'est l'Union européenne.
La première union a été celle du Benelux, entre Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Les trois pays ont levé leurs frontières dès les années 20 et un libre-échange dès 1944. Ensuite, en 1952, il y a la communauté économique du charbon et de l'acier, dans laquelle le Benelux s'allie avec la France, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie. La CECA donnera la communauté économique européenne. Ensuite, il y a eu le premier élargissement en 1973 avec Irlande, Royaume-Uni et Danemark, le deuxième en 1980 avec la Grèce, le troisième en 1986 avec l'Espagne et le Portugal, le quatrième en 1995 avec l'Autriche, la Finlande et la Suède. À ce moment-là, à part l'ancienne Allemagne de l'Est, il n'y a aucun pays du bloc de l'Est qui est intégré à l'Union. En 2004, il y a eu le cinquième élargissement avec 10 pays d'un coup, puis 2 autres en 2007, toujours dans le même élargissement. On peut remarquer la présence de Chypre, premier pays qui n'est pas en Europe à intégrer l'Union européenne, vu que Chypre est un pays grec, il est considéré comme un pays européen culturellement. Enfin, nous avons la Croatie en 2013, puis enfin le retrait du Royaume-Uni en 2020, un retrait virtuel puisqu'il n'y a aucun réel changement au niveau administratif. Certains de ces pays de l'Union européenne font partie de l'espace Schengen, les voici en bleu foncé. L'espace Schengen, c'est un espace unique sans frontières entre les pays membres. Certains pays de l'Union européenne disposent de la monnaie unique, qu'est l'euro. La plupart sont dans l'espace Schengen, à part Chypre. Ensuite, il y a les pays membres de l'espace Schengen, sans être dans l'Union européenne. Bon voilà, on a fait à peu près le tour de l'Europe, le but c'était surtout de voir les pays via les peuples, les religions et l'Union européenne, et ce pour les différencier un petit peu.